Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait. Septembre, dans une rue du centre de Paris. La minute d'avant, il faisait encore lourd et chaud. Chaque bille de grêle qui m'arrive dessus est donc éteinte par la chaleur de mon corps. Et en même temps, chaque grain qui se détache du ciel attaque la chaleur de mon corps. J'éprouve alors un entrechoc thermique. C'est une lutte physiologique qui s'opère en moi contre ce froid éclair. Je grelotte de façon compulsive. Mes doigts sont gelés, tout engourdis. Je souffle sur mes mains pour tenter de leur transmettre un peu de ma chaleur intérieure. Je sais à ce moment-là que je suis en train d'attraper froid, de faire mienne la température extérieure. Ce changement d'état du ciel se mêle à mon état d'esprit. Me voilà soudainement prise d'une humeur maussade, contagieuse. Je soupire. Épisode 4. Corps et âme, les effets du temps sur notre santé. Avec l'écrivaine Anouchka Vazak, le psychiatre Jean-Victor Blanc et l'architecte Catherine Clarisse. Le temps qu'il fait est l'une des variables qui quotidiennement nous affectent. Martin de la Soudière, ethnologue et sociologue, nous décrit d'ailleurs comme des êtres météosensibles, c'est-à-dire des êtres perméables aux effets des variations météorologiques. Parmi ces paramètres, on trouve la température, la pression atmosphérique, l'humidité de l'air, les vents, la luminosité, la foudre. Ces effets sont étudiés par la biométéorologie. Cette discipline analyse en effet l'impact du temps qu'il fait sur la santé des êtres vivants, que ce soit les animaux, les végétaux ou les humains. Au cours de l'histoire, les conditions atmosphériques ont été appréhendées tour à tour comme bénéfiques ou néfastes pour notre santé. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Fin 19e, il y avait des épidémies de tuberculose, notamment en ville, et en fait, comme il y avait une certaine promiscuité, les logements étaient un peu insalubres, donc ça se propageait facilement à toutes les couches de la société, en fait, c'était très contagieux. Et donc, c'est une période où les médecins et les architectes ont collaboré pour soigner les personnes malades. On a conçu des sanatoriums, donc à la campagne, au grand air. Il faut prendre le soleil. En fait, c'est une architecture blanche aussi, parce que le blanc, c'est hygiénique, qui attrape bien le soleil. Le soleil, il est bienfaisant pour détruire des tas de microbes, et aussi les acariens, par exemple. Donc, l'idée, c'était d'aérer, de ventiler le plus possible. Après, donc, avec la découverte des antibiotiques, c'est tombé un peu en désuétude. Catherine Clarisse est architecte-chercheuse. Ses recherches portent notamment sur le lien entre architecture et santé. Elle me parle ici de l'émergence au début du XXe siècle des sanatoriums, des solariums et des aériums. Ces centres de cure prônaient une hygiène de vie basée sur le recours à l'exposition aux éléments naturels. Leur apparition s'appuie sur les mouvements hygiénistes et naturalistes qui encouragent les bains d'eau, d'air et de soleil. La dénudation des corps est de mise. L'objectif est de tendre vers un contact intime aux éléments dans toute leur rudesse. Équivalent du thermalisme avec l'eau, on a ici affaire au climatisme. C'est une discipline qui tire parti du climat, des éléments atmosphériques pour améliorer l'état de santé. Le climatisme se base donc sur l'existence d'un effet thérapeutique des conditions atmosphériques. Par exemple, dans la ville de Roubaix, il n'y a pas de montagne aux alentours, mais il y a un grand parc entre la partie ouest de la ville, donc les très beaux quartiers, et la partie est,
où il y avait les corons, des logements ouvriers. Et ce grand parc, il s'appelait le bol d'air. Et en fait, c'était fait pour qu'on vienne prendre le bon air. Donc, c'était un parc public pour la santé de tous aussi. L'expression « prendre un bon bol d'air » apparaît d'ailleurs à cette période-là, à partir de la fin du XIXe siècle. Les parents sont particulièrement invités par les médecins à exposer leurs enfants autant que possible à l'air, au soleil et au froid. L'éducation des enfants suit ce même mouvement, l'école de plein air prend son essor et prône des corps éclatants de vitalité et de dynamisme. On pense à l'école de plein air de Baudouin-Lotz à Suresnes, où il y avait, là c'était des enfants qui étaient malades parce qu'on les déshabillait quand ils arrivaient. Et l'école de Suresnes, elle était conçue pour les accueillir à la journée et ça leur permettait d'être pas trop loin de chez leurs parents. Et ils avaient le plus possible de temps en extérieur. Avec le temps, les préceptes évoluent, se nuancent et se contredisent. Le cas du soleil, entre carence et excès, en est le parfait exemple. Alors après, c'est repris dans les années 60 où on va tous se mettre au soleil. Ça sera à la mode d'être bronzé. Enfin, Alain Corbin le dit bien. Hein. Avant, on se protégeait du soleil. On mettait des chapeaux, on se couvrait partout, même pour aller prendre des bains de mer. Et en fait, les gens qui étaient bronzés, c'était les gens qui travaillaient au champ. Donc, c'était plutôt des classes sociales modestes. Et il valait mieux avoir une peau claire. C'était une distinction sociale. Et puis après, tout le monde va se mettre au soleil, bronzé. On connaît les dégâts que ça fait aussi maintenant au niveau des cancers de la peau. Donc, on en est revenu. Mais pendant les années 60, 70, il fallait vraiment s'exposer. Maintenant, on sait que le soleil, c'est aussi de la vitamine D. Donc, on recommande de s'exposer même en hiver. Le plus possible, les bras, 10 minutes au soleil quand il y en a. Certains protocoles de soins, employés en cette première moitié du XXe siècle, apparaissent aujourd'hui désuets. Pourtant, ils s'emploient maintenant à d'autres fins. Les maux de notre siècle réinterrogent en effet ces pratiques. Alors, il y a des pays qui réactivent ça, pas tant pour les maladies respiratoires que pour la santé des yeux. Parce que, par exemple, en Asie, on s'est rendu compte que les enfants devenaient myopes très très tôt à cause des écrans. Les études montrent que c'est pas tant les écrans que le manque de luminosité. Et maintenant, en Chine, par exemple, on impose, et à Taïwan, je crois, aux enfants d'être dehors 2 heures par jour, au grand air, à la lumière. Et ça suffit apparemment à contrer l'épidémie. On parle d'épidémie de myopie. Mais au-delà de ces évolutions, certains liens entre pathologie et météo ne peuvent être niés. Ils ne sont pourtant pour le moment pas encore expliqués ou prouvés scientifiquement. C'est le cas par exemple des rhumatismes. Ces zones de flou qui échappent encore à la connaissance scientifique sont alors propices à l'émergence de nombreuses croyances thérapeutiques. L'ethnologue Paul Sébillot les décrit dans son livre « Le folklore de France, le ciel et la terre », écrit au début du XXe siècle. Ainsi, dans le Finistère, on pense que la rosée et la pluie ont le don de guérir les rhumatismes. Selon cette idée, lorsqu'un orage éclate, il est recommandé de présenter son corps nu à l'averse, couché sur le ventre, pour se débarrasser de cette pathologie. Certains liens entre maladies et paramètres météo sont à l'inverse bien connus. L'influence de la température de l'air sur notre santé est sans doute la plus évidente. Paris s'éveille après des températures de moins 15 sous 10 cm de neige. Le froid et le vent d'hiver se sont abattus sur toute la France. Fouettés par la bise glaciale, se hâtent sur les rives du vieux port de Marseille. Extrait documentaire de l'INA, datant de la vague de froid qui a touché l'Europe en 1956. Le froid et le refroidissement du corps qu'il engendre est un facteur dommageable pour la santé. Ce refroidissement est à l'origine, comme on le sait, de rhume ou de bronchite par exemple. L'hiver, de par sa rudesse pour la santé, a donc jusqu'à maintenant été associé dans l'imaginaire collectif à la mort. Mais avec la crise climatique, les choses changent. Les hivers se font de plus en plus doux et c'est à présent les épisodes de forte chaleur qui portent l'inquiétude. L'été et son image insouciante s'estompent peu à peu.
Par rapport aux canicules, il y a des études qui montrent qu'il y a des effets importants de la canicule sur les maladies respiratoires, cardiovasculaires, etc. et sur la santé mentale aussi. Même si les campagnes de prévention se multiplient, l'impact de la chaleur sur notre corps est encore largement sous-estimé. Ce danger insaisissable est dépeint dans le documentaire Trop chaud pour travailler, écrit par Mickaël Lefrançois et Camille Robert pour Arte. On y apprend l'existence du stress thermique. Le corps y est soumis lorsqu'il est poussé dans la pratique d'une activité physique dans des environnements trop chauds. Il risque alors toute une série de maladies liées à cet état de stress physiologique provoqué par de trop hautes températures. Cet employé est en situation de stress thermique. Son cœur doit battre plus rapidement pour transférer la chaleur du corps vers la peau, où elle est évacuée par la transpiration. Plus l'air est humide, moins la sueur s'évapore et plus le cœur s'emballe. La loi du soleil est simple. Elle impose au corps de ralentir. Au-delà de l'impact physique du temps qu'il fait, il nous faut également aborder son impact psychique. Se mouvoir et s'émouvoir. Dans l'étymologie du mot émotion, il y a l'idée d'être mis en mouvement, d'être ébranlé par une force qui nous dépasse. À ce titre, les phénomènes météorologiques semblent être de parfaits facteurs émotionnels. Anouchka Vazak est écrivaine. Au fil des années et de ses rencontres, elle s'est passionnée pour le temps qu'il fait et notamment son lien avec l'histoire. Elle m'explique l'émotion que peut procurer la pluie. J'aime beaucoup la pluie. Je trouve qu'en plus la pluie m'autorise à ne pas sortir. Et j'aime bien le côté cocon auquel elle nous oblige. Il y a un petit texte d'Alain Corbin qui s'appelle « Histoire buissonnière de la pluie » où il cite Bernardin de Saint-Pierre qui dit que la pluie procure un bonheur négatif, c'est-à-dire justement le bonheur du repli. Un temps plombé, une pluie qui insiste comme ça qui s'installe pour plusieurs jours, c'est très difficile de ne pas ressentir quelque chose comme de la tristesse, là je crois quand même, ou de la mélancolie. Il y a quelque chose d'agréable aussi dans le fait de se laisser porter par cette tristesse diffuse. L'association que nous faisons entre la météo et notre morale semble s'indexer sur la catégorisation appréciative du beau et du mauvais temps. Cette construction sociale, telle qu'on la connaît, trouverait son origine dans les premières décennies du XXe siècle, d'après l'historien Alain Corbin. On peut l'associer avec les prémices de la société de loisirs, qui instaure un nouveau rapport affectif à la météo. Mais qu'est-ce que le beau temps ? Qu'est-ce que le mauvais temps ? Le beau temps, ce serait un ciel bleu-azur, illuminé par un soleil bienfaisant, dont les quelques nuages d'un blanc éclatant ne seraient là que pour être contemplés. C'est un temps qui renvoie aux vacances et qui est perçu comme synonyme de joie et de bonne humeur. Le mauvais temps serait quant à lui maussade, pluvieux et brumeux. Un ciel couvert de nuages, une atmosphère plus obscure. Si le mauvais temps était une couleur, ce serait le gris. Un gris atmosphérique qui engendrerait la mélancolie. Pourtant, avec la crise climatique, cette perception stéréotypée du temps qu'il fait se nuance. Le beau et le mauvais temps changent progressivement de paradigme et se déconstruisent peu à peu. Et voyez le temps qu'il fait là depuis trop longtemps, d'après moi. Ce soleil, au bout d'un moment, moi je n'en peux plus. Je pense que maintenant je ne suis plus la seule, parce que je pense qu'on est très alerté sur la question climatique. Je pense aussi à une phrase, je crois qu'elle est de Goethe, et qui est très négative, mais que j'adore. On peut tout supporter au monde, sauf une suite de beaux jours. Je crois qu'on a de plus en plus même que besoin de pluie, ça c'est sûr, mais il y a un désir de pluie, je trouve, qui est en train de se manifester dans la société. La relation entre le temps qu'il fait et les émotions n'est pas à sens unique. En réalité, bien souvent, au lieu de déterminer notre humeur, l'état du ciel devient en revanche la métaphore de nos états d'âme. La météo devient alors un exutoire sur lequel nous projetons nos angoisses et réjouissances quotidiennes.
C'est-à-dire, c'est pas forcément le ciel qui vous imprime l'humeur, mais on peut projeter aussi sa propre humeur dans le ciel. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes triste, vous allez trouver effectivement une concordance avec la pluie. Enfin, votre état d'âme est en concordance avec l'état du ciel. La littérature s'en est pleinement emparée, c'est ce que m'explique Anouchka Vazak. Jean d'Ormesson, moi je cite très souvent cette phrase qu'il a écrite dans un livre qui s'appelle Une nouvelle histoire de la littérature française, je crois, où il dit « Le romantisme, c'est l'entrée de la météo dans la littérature ». Il y a tout un moment dans la littérature, disons c'est fin 18e, début 19e, où on commence à percevoir l'identité personnelle, le moi, le je, comme météorologique, comme soumis à des variations comme ça. L'identité, alors là je pense à Rousseau, je ne sais pas, les rêveries du promeneur solitaire, mais je pense aussi à un philosophe qui est beaucoup moins connu, qui est Mène de Biran. Dans tous ces textes, disons qu'il y a certainement une identification autant qu'il fait, mais il y a aussi une façon de se percevoir soi-même comme instable, météorologique, variable, profondément variable. Et là, quelque chose se passe, je crois, dans la perception du sujet. Et je pense qu'on est encore un peu dans ce modèle-là. Jean-Victor Blanc est psychiatre à Paris. Il pense que justement, les représentations populaires, que ce soit par exemple dans la littérature ou le cinéma, sont à prendre en considération. La pluie, le beau temps, le mauvais temps, ça va évidemment avoir un sens propre à chacun en fonction de son histoire. Donc, des gens qui vont adorer l'orage parce que l'orage, c'était le moment où ils se réfugiaient avec leurs parents ou l'inverse, etc. Ensuite, l'autre niveau, ça va être celui des représentations culturelles. Savoir à un moment si la pluie, on trouve ça triste. Est-ce que c'est pas parce que dans toutes les comédies romantiques ou films d'auteur, le moment où la personne est triste, c'est le moment où il pleut et donc on associe la tristesse au fait qu'il pleuve, alors que, et vraiment de plus en plus, dans des régions où il y a des pénuries d'eau, la pluie est vécue comme au contraire quelque chose de libérateur, de positif, etc. Mais tout ceci n'est pas qu'une simple histoire de perception. Le temps qu'il fait agit sur notre psyché, également à un niveau chimique sur lequel nous n'avons pas prise. C'est des dépressions qui vont être déclenchées par les changements de saison et notamment, principalement, l'automne, notamment en raison de la diminution de la luminosité et du temps d'ensoleillement, et qui sont des dépressions alors assez particulières, qui vont avoir les mêmes symptômes que la dépression, mais cycliques. On sait qu'elles vont toucher plus les femmes, par exemple, et on sait surtout que le traitement va être préférentiellement la luminothérapie, notamment avec des lumières artificielles. Jean-Victor Blanc me parle ici de la dépression saisonnière. Ce trouble psychique est dû à l'influence du temps qu'il fait et des paramètres saisonniers sur la production par notre corps de différentes hormones. Ce qui est le plus connu, c'est en fait l'hormone qui s'appelle le cortisol, qu'on appelle l'hormone du stress, mais il n'y a pas de connotation négative à cela. C'est une hormone qui a plutôt tendance à donner de l'énergie, donc il y a un pic. Tous les matins, on a un pic de cortisol et on sait aussi que ce pic, il va être un peu météo-dépendant ou néanmoins lumino-sensible. Et donc un moyen, par exemple, de rétablir ou de stimuler un pic de cortisol le matin, ça va être de prendre une douche très chaude parce que l'augmentation de la température corporelle le matin va accompagner ce pic de cortisol. Essayer de s'exposer à la stimulation lumineuse. Ces protocoles de soins indiquent donc que certaines conditions atmosphériques possèdent un pouvoir thérapeutique aussi sur le psychique. De ce point de vue-là, il a été par exemple découvert que le bleu du ciel, particulièrement le bleu du matin, favoriserait notre bonne activité cérébrale. En effet, ce bleu, situé entre 460 et 500 nanomètres, stimule un pigment photosensible dans la rétine. Celui-ci active à son tour le circuit cérébral qui stimulerait la libération de noradrénaline, un neurotransmetteur important dans l'attention et la mémoire de travail. Regarder le ciel serait donc bon pour notre cerveau. Le temps qu'il fait joue donc au-delà de l'émotion qu'il nous transmet sur notre santé mentale. De ce fait, il paraît légitime de se poser la question
des conséquences engendrées par le changement climatique sur notre état psychique. On sait également que, ça, il y a une étude intéressante là-dessus, qui montre que globalement, il y a une hausse d'agressivité sur Twitter, sur une analyse quantitative et qualitative extrêmement importante qui montrait qu'en gros, il y avait une fenêtre de bien-être entre, il me semble, de peut-être 12 et 21 degrés et qu'en fonction de ça, ils avaient regardé l'agressivité sur Twitter couplée à la météo avec quelque chose de géolocalisé très précis. Et il montrait qu'en dessous et au-dessus de cette fourchette du bien-être, il y avait une hausse très rapide de l'agressivité en ligne. Mes collègues psychiatres, notamment ceux qui exercent dans le sud de la France, enfin même à Lyon par exemple, décrivent vraiment plus de passages aux urgences, plus d'agressivité, à partir du moment où il fait beau, enfin voire chaud, voire très chaud, voire trop chaud, notamment des jours de suite. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il va falloir effectivement composer, quoi. Les émotions négatives associées au dérèglement climatique sont une réaction adaptée à cette évolution. Probablement, une évolution climatique aura malgré tout des conséquences sur nos émotions et in fine, potentiellement sur les troubles psychiques. S'interroger sur le temps qu'il fait est donc une affaire de corps et d'esprit qui met en jeu notre bien-être général. Notre corps, bien loin de n'être marqué que par le temps qui passe, est marqué aussi par le temps qu'il fait. Cette réalité nous met face à la fragilité de nos existences. L'impact du temps qu'il fait sur notre santé questionne et relativise notre impression quelquefois encore persistante de toute puissance humaine. Le changement climatique, au-delà d'impacter notre environnement, interroge donc notre propre devenir. Cette expérience intime du temps qu'il fait, à l'échelle de chacun de nos corps, nous fait prendre conscience de notre interdépendance à l'atmosphère. On est à Paris un jour d'été, donc c'est quand même un moment très très agréable. On est orienté, on a vu à peu près J'ai été quand même un peu surprise. Donc il fait gris, la journée va être il fait même temps blanc, un temps assez étonnant parce qu'il fait assez chaud, on est en terrasse, en t-shirt et en même temps il a plu un peu tout à l'heure, donc un espèce de temps, on va dire, incertain. Dans les prochains épisodes, nous décalerons notre regard de l'expérience individuelle du temps qu'il fait pour nous pencher sur son expérience collective et partagée. Dans l'épisode 5, nous verrons ensemble l'effet fédérateur des conversations à propos de la météo. Vous venez d'écouter l'épisode 4 du podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait, produit à l'ENSI Les Ateliers par Marie Lestanguet.